Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette chaîne. Euh, vous, vous savez bien ce qu'il y a lieu de faire quand on se rencontre. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, il est important qu'ils s'abonnent déjà à cette chaîne et qu'ils cliquent sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos. Et même pour revenir sur les précédentes vidéos très intéressantes qu'ils auraient eu à voir. Pour ceux qui sont déjà avec moi et qui connaissent l'habitude, il faut d'abord mettre un pouce, un j'aime, et surtout préparer des commentaires à la suite de ceci. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de l'actualité. Et l'actualité, il y a une actualité brûlante en Amérique du Nord ces jours-ci, depuis lundi, et qui continue à faire des vagues. Et vous savez, l'Amérique du Nord est une, même si ça ne comporte que deux pays, mais elle est une. Du point de vue africain et du point de vue des Noirs, elle est une. Je vous donne rendez-vous dans un instant. Comment est-ce que cette situation est vécue en Amérique du Nord en général? Aujourd'hui, je vais donner un point de vue à partir d'un Africain qui vit ici en Amérique du Nord. Historiquement, on se rend compte que depuis une vingtaine d'années, euh, le racisme en Amérique du Nord est devenu plus violent. On a commencé d'abord par les mettre plus massivement en prison et à encourager encourager l'avortement des femmes noires. Ça va de ce qu'on appelle le dépeuplement de la race. Ce n'est pas seulement sur le continent, mais c'est ici également, ici en Amérique du Nord. Et puis progressivement, on a vu dans les 10 années passées, comment est-ce qu'on abattait les Noirs à bout portant dans les rues. Et la situation n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Quels sont devenus les meurtriers? Comment les meurtriers s'en sortent? Ce sont tous des policiers blancs, pour la plupart, il faut le noter, qui abattent des Noirs. Et amenés au tribunal, la situation est celle que vous connaissez, c'est qu'ils sont toujours acquittés. Pourquoi est-ce qu'ils sont acquittés? De ma propre expérience ici en Amérique du Nord, j'essaie de comprendre comment est-ce qu'on peut les acquitter à toutes les fois où ils commettent un acte pareil, un acte odieux pareil. Et malgré les manifestations, ça ne change pas. On continue à les tuer dans les rues comme ça se doit, comme si rien n'était, comme si rien ne s'était passé avant. Comment est-ce que cela s'explique? Nous sommes dans une région où les Noirs constituent ce qu'on appelle le danger. Et nous avons dit les préjugés qui pèsent sur cette race depuis. Ce qui fait qu'on préfère les voir isolés un après l'autre. Dès qu'ils sont déjà mis ensemble, deux, on estime qu'ils constituent un danger. Et par conséquent, il faut écarter ces dangers le plus tôt possible. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de tramer, on ne sait pas. Et généralement, dans ces conditions, le réflexe des Blancs en Amérique du Nord, c'est d'appeler la police. Comment est-ce que nous pouvons comprendre cela? Nous sommes dans un contexte où le noir doit connaître sa position, doit connaître comment est-ce que les autres le perçoivent. Moi, je pense que c'est très important. Il faut savoir comment les autres races te perçoivent, comment la race blanche te perçoit. Ils ont fait des lois pour se protéger eux. Et se protéger contre qui? Contre les noirs. Est-ce que nous, les noirs, nous en sommes conscients du fait que les autres veulent se protéger à tout prix et qu'ils définissent les lois pour se protéger? Est-ce que nous cherchons à comprendre ces lois et le système judiciaire qu'il y a autour des problèmes, des altercations qu'il y a entre nous? Je pense que nous ne comprenons pas assez cette situation. Nous ne comprenons pas assez cette situation. Ma petite expérience ici en Amérique du Nord, ici au Canada, m'a montré que le racisme n'est pas violent comme aux États-Unis, mais il est tout de même présent et vicieux. À la même hauteur que les États-Unis, même plus pernicieux qu'aux États-Unis, parce que là, ici, quand je l'ai dit, j'ai eu à partager cela avec quelqu'un dans le continent qui dit, mais on ne m'a jamais dit qu'il y avait aussi le racisme autant au Canada.
Ah, je lui ai dit oui, effectivement, parce que les autres ne perçoivent pas. Ils feignent d'ignorer. Les autres Africains feignent d'ignorer qu'il y a le racisme au Canada, mais c'est un racisme très pernicieux. Et le Premier ministre donc, du Canada vient de reconnaître qu'il y a également le racisme au Canada et qu'il ne faudrait pas que ça dégénère. Il vient de le reconnaître. Mais quand on vous le dit, on dit non, ce n'est pas vrai, personne ne s'est plaint. Effectivement, personne ne s'est plaint du racisme parce que les Noirs ne se plaignent pas. Et pour se plaindre, il faut maîtriser la démarche administrative pour se plaindre du racisme. Et je l'ai dit dans une autre vidéo, même quand il arrive que vous plaignez, on vous dit d'apporter les preuves. Est-ce que vous avez respecté la procédure? Vous n'avez pas déjà respecté la procédure, donc il faut apporter les preuves. Et lorsque vous apportez les preuves n'ont jamais été suffisantes. On va toujours vous dire que ce n'est pas sûr, ce n'est pas vrai, parce que si vous vous plaignez pour rien. Or, et la réponse globale va être maintenant que les Noirs aiment trop se prendre pour des victimes. Voilà, ils aiment trop se prendre pour les victimes. Ils se plaignent pour un moindre rien. Même quand ils sont assassinés, si on réagit, ils se plaignent pour un moindre rien. Donc, nous les Noirs, nous ne prenons pas suffisamment conscience des préjugés qui pèsent sur notre tête, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Nous n'en sommes pas conscients. Et ensuite, le système de loi qui régisse les sociétés nord-américaines, qui vient d'une société esclavagiste, où le statut du noir n'a pas changé du tout. Depuis la période de l'esclavage, le statut du noir ou les perceptions, les préjugés du noir n'ont pas changé. Comme je disais tout à l'heure pour le cas du Canada, qui est très vicieux, même au Canada, on tend à nier que l'esclavage a existé. Ce n'est que dans certains documents de lycée, on va trouver que oui, l'esclavage a existé au Canada. Et que sont devenus ces Afro-Canadiens qui ont travaillé dans l'armée? On n'en parle plus. On n'en parle plus. Et vous voyez, quand je faisais encore cet échange avec mon frère, je lui disais, vous pensez que les Canadiens vont mieux traiter les Noirs au Canada? Qu'est-ce qu'ils ont fait des Premières Nations qu'ils ont rencontrées sur place? Les Premières Nations au Canada sont encore dans les réserves. Ils sont encore dans ce qu'on pourrait appeler en Afrique les Bantoustans. Ils sont encore là. Et il y a encore ces noms qui existent dans certains endroits ici. Donc, ils ne pourraient pas mieux vous traiter. La société canadienne est ainsi élaborée. Vous avez ces structures-là. Au bas de la société, il y a donc les Premières Nations et les Noirs. Et c'est eux qui peuplent la majorité des prisons ici au Canada. C'est eux qui constituent la majorité de la population carcérale, à plus de 60%. Parce que ces préjugés-là vont avec. Ben, voilà qu'il faut que nous prenions en charge et que nous prenions conscience que nous ne connaissons pas cette société et il faut qu'on en arrive à comprendre le système. Est-ce que nous prenons les dispositions pour nous protéger? À mon sens, je pense que non, nous ne prenons pas ces dispositions pour se protéger. Se protéger à partir des lois. Les lois sont là pour protéger le citoyen, comme on le dit généralement. Les lois sont pour protéger les citoyens. Mais est-ce que ces lois protègent l'Africain? Non. L'Africain se sent toujours un peu fébrile ou hésitant face à la loi. Il ne sait pas comment l'utiliser ou l'aborder. Ma petite expérience, comme je disais tantôt, m'a prouvé que au lieu de chercher à connaître les lois, nous on cherche plutôt à fuir ou à se mettre à l'écart. Je prends un exemple. Si vous demandez à un noir ici, à un noir au Canada, ainsi qu'aux États-Unis, est-ce qu'ils ont une couverture juridique? Est-ce qu'ils ont une assistance juridique légale? Très peu vont d'abord vous connaître, vont d'abord reconnaître ces faits-là. Ils n'en connaissent même pas du tout. Ils ont une assurance maladie, oui, on en a parlé. Ils ont que des assurances auto, ils ont les assurances de la maison. Mais cette assurance juridique légale, ils n'en ont pas. Parce qu'on ne leur en parle pas. Nous sommes dans une société où on n'en parle pas. Pourtant, on dit dans la société démocratique, chacun a droit à un avocat. Mais les Noirs, ils ont banalisé ces faits-là. Quand vous en parlez maintenant de façon sérieuse avec des Africains, ils estiment qu'ils n'ont pas de problème. Et que quand ils auront un problème, ils iront appeler. Mais quand le problème survient, comme c'est le cas l'autre jour, ils ne se souviennent plus qu'ils étaient dans cette situation-là. Et même si on lui demandait s'il avait un avocat, ils sont sûrs que lui n'a pas d'avocat. Moi, en fait, ma pensée personnelle, c'est que si chaque Noir avait pris une assurance juridique et gardait le réflexe que chaque fois qu'il a une altercation avec
un membre d'une communauté autre, ou avec l'administration, la police ou avec l'administration, la première des choses c'était d'appeler son avocat. Je pense que les choses changeraient. Je pense que les choses changeraient. Et je profite par cette vidéo pour lancer un appel à tous les Africains, ceux qui me suivent, ou même ceux qui sont à l'étranger, d'inviter leurs frères qui sont ici, de prendre une assistance juridique, de prendre une assurance juridique. C'est toujours comme l'assurance maladie. Une fois que vous payez par mois, ça diffère selon les provinces. Si au Québec c'est gratuit, ben vous avez un médecin légal. Dans les autres provinces anglophones, l'assurance, ça se paye par mois. Et là, vous avez une couverture médicale, vous pouvez aller à l'hôpital n'importe quand, n'importe comment. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Pour les assurances auto, c'est pareil. Ben, est-ce que vous avez une assurance juridique légale? Non. Donc, j'invite les uns et les autres à prendre une assurance légale et à prendre l'habitude de ne pas faire la force avec l'administration ou avec les forces de l'ordre. C'est la première des choses. Je partage cette expérience sur la base du fait que j'ai eu à travailler dans la sécurité. Dans la sécurité, quand nous formons dans la sécurité, on disait toujours, il faut parler à quelqu'un qui enfreint à la loi, surtout s'il n'est pas dans le lieu où il doit être. Il faut lui demander d'abord, lui rappeler qu'il n'a pas le droit d'être sur la propriété privée, que c'est un lieu privé, qu'il n'a pas le droit d'être là-bas. Ensuite, il faut lui rappeler de partir. Et s'il hésite ou s'il conteste de partir, vous lui donnez 5 ou 10 minutes de quitter les lieux. S'il ne quitte pas les lieux, dans ce cas, vous allez appeler les forces d'ordre pour qu'on le déloge. Vous appelez la police pour qu'on le déloge. C'est aussi simple que cela. Mais est-ce que chaque fois, vous allez mettre dans le rapport, vous lui avez dit qu'il n'a pas le droit d'être là. Vous lui avez dit qu'il devait faire ceci, il n'a pas fait. Donc il n'a pas obéi. Donc quand les forces de l'ordre arrivent, ils savent déjà que ça c'est quelqu'un qui ne veut pas tempérer, que c'est la loi de la force. Mais on lui rappelle quand même, est-ce que vous avez la possibilité de partir? S'il refuse et sont tempérés, on dit, bon, si vous ne voulez pas partir, on va vous déloger ici par la force. C'est au cas où il n'obéit pas que la police peut maintenant lui mettre la main dessus pour lui dire, tu vas dégager ici par la force. Et c'est pour l'amener. Généralement, dans ce cas, on appelle le renfort et c'est pour l'amener au service de police. Donc voilà les procédures, il faut qu'on le sache. Donc si on trouve que la police a mis la main sur quelqu'un, c'est parce que la personne a refusé d'obéir. Si dans une masse, on vous interpelle et que vous sentez que vous êtes en situation de fébrilité et que vous voulez savoir pourquoi vous vous interpellez et que vous n'êtes pas satisfait, demandez si vous pouvez appeler votre avocat et appelez-le directement. Dès que vous avez une assistance légale ici, ça se court aussi rapidement que l'assistance juridique. Vous appelez immédiatement un cabinet à pouvoir répondre et envoyer un avocat sur les lieux pour vous représenter. Nous pensons que nous les Noirs, on va me dire peut-être que nous défendons les autres. Non, je ne défends pas les autres, mais je dis que nous ne prenons pas assez de dispositions pour nous-mêmes pour se protéger au niveau individuel et répandre cela dans la communauté. Il y a un Africain qui m'a raconté ici que chaque fois qu'il sort avec sa voiture, il a l'impression que la police le suit. Effectivement, parce qu'on sait qu'il ne peut ne pas commettre une faute ou on va le pousser à la faute d'une façon ou d'une autre. Et dans ce cas, il va payer des tickets. Combien payons-nous les tickets ici sans nous rendre compte? Ça nous coûte des centaines de dollars par année. On se dit toujours que ça nous évite les problèmes. Et voilà l'image qu'on continue à colporter. Or, si on avait une assurance juridique légale, vous avez un ticket, vous n'êtes pas content, même si vous êtes en faute, remettez à votre avocat. Il va se charger de suivre la procédure et d'effacer cela dans votre dossier. Donc, même si vous devez payer 100 dollars, il peut se battre pour que vous paye 50 ou 75 dollars. Voilà. Et ça, c'est le rôle de l'avocat. C'est pour ça que vous avez une assistance juridique. Ce n'est pas pour dire quand vous serez en faute, l'avocat va vous défendre, vous blanchir. Non. Mais au moins là, il va vous protéger, il va protéger votre dossier. Donc, sur ce point, j'invite donc les uns et les autres, une fois de plus, à prendre une assistance juridique légale, à être couvert par les services d'un avocat, pour ne plus se laisser malmener. Ça, c'est la première des choses. Et de deux, apprenons à obéir à l'administration. Parce que chaque fois, le bras de fer va nous conduire à des situations pareilles. Nous ne sommes pas tous égaux. Nous ne sommes pas tous égaux. Et la loi est en train de le prouver. La situation, le réel est en train de le prouver. Nous avons toujours tort. Nous avons toujours tort.
Et vous voyez bien ce qui est arrivé dans la situation de cet individu. On a juste renvoyé le policier, c'est tout. Alors que les gens réclament qu'il doit être traduit en justice, il doit faire ceci. Ben, sur la base de quoi est-ce qu'on va le faire? Lui, il est protégé, il a ses avocats, sur la base de quoi on va le faire? Il est déjà mort, on va manifester, quelques jours ça va finir. Et dans un mois, on va encore tuer. Dans quelques mois, vous allez comprendre qu'on a encore tué. Ça sont des cas les plus flagrants. Et dans quelques semaines, vous allez comprendre qu'on a encore tué un noir. Et les cas vont se multiplier. Donc, nous n'appelons pas à la force ou à la violence, mais nous appelons plutôt à l'ouverture d'esprit. Soyons ouverts d'esprit, ouvrons les yeux et regardons bien comment le système fonctionne. Ça, c'est un message que je lance à l'égard de la communauté noire en Amérique du Nord en général et en particulier à ceux du Canada. Ne restons pas reclus, fermés sur nous, disant qu'on n'a pas de problème. Ben, les autres vont vous chercher les problèmes. Vous vous rendez compte, dans les tribunaux, à la justice, dans les tribunaux, ce sont les innocents qu'on condamne. Les prisons sont pleines de gens calmes, simples, sérieux et naïfs. C'est eux qui sont dans les prisons. Pourtant, ils n'ont aucun problème. Mais un jour, un procès kafkaïen tombe sur eux, ils ne savent pas où prendre la tête. Donc, chers frères et sœurs, prenons des dispositions pour nous protéger. Ça, c'est un message que je lance à l'endroit des uns et des autres. Et ceux qui suivent ce message à l'extérieur, s'ils ont des frères d'ici, ils les envoient ce message pour qu'ils prennent une assurance juridique. Et pour cela, je vous souhaite de passer une excellente journée et à la prochaine vidéo.